Avis aux opérateurs économiques, désormais pour les opérations de pré-dédouanement, plus besoin de s'encombrer de paperasse. Tout se fera en ligne et cela grâce à la plateforme numérique Sylvie. Elle a été lancée ce matin. Objectif, plus de transparence et surtout 20 à 30 milliards de recettes douanières supplémentaires. Explication dans ce journal. Le ministère de la Sécurité intérieure face aux opérateurs de téléphonie. Au menu, la lutte contre l'insécurité. Les numéros de téléphone constituent des éléments précieux d'enquête. Simon Compaoré invite ses opérateurs à mettre en place un dispositif fiable d'identification de tous les détenteurs de puces téléphoniques. Message bien reçu. Et puis, dans ce journal, la ruée vers l'or dans le village de Tendangou. Depuis quelques semaines, des centaines de personnes ont pris d'assaut la localité, attirées par les promesses du bon filon. Des opérateurs, des orpailleurs dont l'arrivée inquiète les services de l'environnement. Le site est proche d'une réserve de faune. Reportage à suivre. L'opposition sud-africaine décidée à faire tomber Jacob Zuma. Le président de l'Afrique du Sud est empêtré dans l'affaire de détournement de fonds publics, de l'argent qui a servi à la rénovation de sa résidence privée de Kandla. Jacob Zuma s'est engagé à rembourser une partie des fonds, mais rien n'y fait. En plus des manifestations de rue, une action est en cours devant la justice. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le président du Faso s'entretient avec l'ambassadeur d'Égypte au Burkina. Au menu, la coopération entre les deux pays dans la lutte contre le terrorisme. Roch-Marc Christian Kaboré est invité à participer à un sommet sur le sujet. Le président du Faso a également reçu les responsables du Conseil supérieur de la magistrature. Il a été question des mesures à prendre pour l'autonomisation de la justice. Salifou Belem, Jérémy Sié, Koulibaly. La justice burkinabé est dans le creux de la vague. En cause, les conditions de vie et de travail des magistrats, à la recherche d'une autonomisation de la justice en donnant aux juges les moyens matériels, financiers et moraux de leur indépendance. Et c'est pour évoquer l'ensemble de ces préoccupations que le vice-président et la présidente du Conseil supérieur de la magistrature sont venus rencontrer le chef de l'État. Les textes ont fait la déconnexion, mais dans la réalité, aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Au plan matériel, au plan financier, même au plan des locaux. Avant, on se réunissait à la salle polyvalente de la présidence. Aujourd'hui, on est obligé de louer un local pour pouvoir nous réunir. Donc, il y a toutes ces préoccupations que nous avons exposées au chef de l'État. L'exécutif est dans de bonnes dispositions vis-à-vis du judiciaire, dans l'entendement bien compris de la séparation des pouvoirs, même si sa marge de manœuvre est étroite. Telle est la conviction de ces hauts magistrats. Le président du Faso a reçu, il a eu une oreille attentive aux préoccupations. Bon, mais seulement actuellement, il y a des petits problèmes au niveau du budget. Je pense que une fois que ces problèmes seront réglés, il est dans les bonnes dispositions en tout cas pour nous écouter. Nous sortons confiants de cette rencontre. Roch-Marc Christian Kaboré a également reçu l'ambassadeur d'Égypte au Burkina, venu aborder avec lui les perspectives de coopération, notamment dans la lutte contre le terrorisme. We'll see how to exchange the information between the two countries. Nous allons nous concerter pour voir dans quel cadre est-ce que nos deux pays peuvent se partager des renseignements. Nous verrons également s'il y a une possibilité d'assistance de l'Égypte concernant ce volet, et cela bien sûr avec l'accord du Burkina. Toutes ces questions seront débattues lors de la prochaine rencontre à Sharm el-Sheikh. The two sides. And this might as well discuss during the meeting of Sharm el-Sheikh. Justement, le diplomate égyptien est aussi porteur d'une invitation au président du Faso à participer à ce sommet sur la sécurité à Sharm el-Sheikh. Une plateforme électronique pour faciliter les formalités de dédouanement, je vous le disais en titre, elle s'appelle Sylvie ou système de liaison virtuelle pour les opérations d'importation et d'exportation. L'application a été lancée ce matin par le Premier ministre. Elle est surtout destinée aux opérations de pré-dédouanement. Ses avantages, une réduction des délais et des coûts, plus de transparence et surtout plus de recettes dans les caisses de l'État. Moussa Ouedraogo et Drissa Serré.
En un clic, le Premier ministre lance le démarrage officiel de Sylvie, la plateforme du système de liaison virtuelle pour les opérations d'importation et d'exportation. Pour les opérateurs économiques, il suffit de se connecter à cette plateforme, à renseigner les cases pour effectuer les formalités de prédédouanement pour n'importe quelle marchandise en liaison avec des entreprises, même situées au bout du monde. Les services de douane apprécient Sylvie qui a déjà fait ses preuves. En 1992, on a instauré Sidonia qui s'occupe du dédouanement depuis la prise en charge jusqu'à la libération des marchandises. Aujourd'hui, en amont, nous avons Sylvie qui va nous permettre de collecter tous les documents requis pour les formalités de dédouanement, et c'est un plus. Sylvie est le fruit d'un partenariat public-privé entre la Chambre de commerce, ASTF, le gouvernement burkinabé et l'administration des douanes. Gain en temps et en coût, transparence et amélioration du niveau des recettes, les acteurs du secteur privé confirment les avantages de Sylvie. Vous devez recevoir un conteneur de marchandises. Vous aimeriez les avoir le plus rapidement possible. Vous voyez, et parfois ça traîne. Parce que bon, vous n'arrivez pas à rentrer en possession de tel document. Maintenant, vous pouvez dire à vos clients, voilà, au bout de tant de jours, vous aurez la marchandise. C'est quand même tout le monde qui gagne, je pense. Plus de 4 millions de dollars ont été mobilisés pour mettre en œuvre la plateforme. La réalisation du projet dont la gestion sera confiée à une société privée Cogessi participe selon le gouvernement de l'amélioration du climat des affaires partant de la compétitivité de l'économie nationale. Selon les simulations qui ont été faites, on s'attend à ce qu'on ait une augmentation donc, des recettes fiscales et douanières de l'ordre de 20%. Donc normalement, ça devrait nous rapporter, bon an, mal an, quelque chose comme 20 à 25 milliards de ressources douanières supplémentaires. Ce n'est pas rien. Après Sylvie, la perspective est d'aller vers la dématérialisation, une absence de papier dans les opérations douanières, source de plus de transparence et d'efficacité. Les opérateurs de téléphonie invités à s'impliquer davantage dans la lutte contre l'insécurité, le ministre de la Sécurité intérieure les a rencontrés aujourd'hui. Les échanges ont porté sur les numéros de téléphone non identifiés. Simon Compaoré demande aux opérateurs de prendre les dispositions pour mettre fin à cela et créer les conditions pour que tous les détenteurs de puces de téléphone soient clairement identifiables. Paul David Bambara, Ini Walkoy, Janine Kambire. Les téléphones mobiles font partie intégrante du quotidien des Burkinabés. S'il est vrai qu'ils contribuent à l'amélioration de notre cadre de vie, ils présentent cependant beaucoup de dangers. Des individus mal intentionnés les utilisent dans le cadre de leur forfaiture. Le ministre en charge de la sécurité invite les opérateurs de téléphonie à revoir un certain nombre de choses pour être plus performants dans la sécurisation des personnes et des biens. Et qu'on leur demande de redoubler d'efforts pour que l'identification soit réelle et totale et que personne ne soit détenteur d'un téléphone avec une puce dedans qui n'ait été identifié. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de savoir qui est qui. Les opérateurs de téléphonie mobile reconnaissent que de nombreux numéros sont identifiés. Cependant, les identités sont-elles exactes? Avec la contribution de l'ONI, l'Office national d'identification, ils entendent désormais vérifier que l'identifiant et l'utilisateur correspondent. Notre relation déjà engagée avec l'ONI, avec également la sécurisation des canaux de vente de ces cartes SIM, je pense que dans les semaines et mois à venir, nous allons arriver à de très bons résultats. Les opérateurs de téléphonie mobile s'engagent à améliorer davantage la qualité de leurs services et à collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité. Ceci en leur donnant des renseignements fiables pour lutter efficacement contre le terrorisme et le grand banditisme, dont l'ampleur dépasse largement les limites des frontières. L'insécurité routière, c'est une autre grande préoccupation. Rien que hier dans la soirée, un grave accident s'est produit dans la localité de Périgban. C'est à 25 km de la ville de Gawa. Un véhicule de transport de passagers s'est renversé. L'accident a fait 3 morts et une dizaine de blessés. En cause, une défaillance technique. Explication, Bernard Kombelem et Isaka Nana. 3 morts, 7 blessés graves. C'est le bilan de cet accident survenu sur la route nationale numéro 12,
en provenance de Bétié en République de Côte d'Ivoire avec 24 passagers à bord. C'est à l'entrée de Périgban, à une trentaine de kilomètres de la ville de Gawa, que ce véhicule de transport en commun a terminé sa course. Des problèmes techniques seraient la cause de cet accident mortel. Lorsque nous avons dépassé Kamti, j'entendais le chauffeur qui disait à son apprenti que la grande lame du véhicule était cassée. L'apprenti lui proposa alors de s'arrêter, mais le chauffeur lui répondit qu'il allait se débrouiller. Le temps qu'on se rende compte, le pneu a éclaté et le véhicule a commencé à faire des tonneaux. Et l'état du véhicule témoigne de la violence du choc de ce énième accident de la route qui aurait pu être évité et qui du reste interpelle tous les acteurs du domaine au respect strict des visites techniques. Je demande à tout le monde de parler à les chauffeurs, qu'est-ce qui ne va pas, et quand les chauffeurs déclarent les pannes, ils n'ont pas le droit de dire qu'il faut te débrouiller, partir et puis revenir, on va voir. Non. À ce moment, vous mettez la vie des personnes en danger. Donc, il faut le faire lorsque le chauffeur vous signale. Au moment où nous quittions les lieux, la police procédait au constat d'usage. Des tractations étaient toujours en cours avec les populations riveraines pour tenter de trouver des sépultures pour les morts. Quant aux blessés graves, ils ont été évacués au centre hospitalier régional de Gawa pour les cas les plus graves. Les blessés légers ont été admis au district sanitaire de Kamti pour y recevoir les premiers soins. Toute autre chose pour poursuivre l'heure de l'évaluation pour le programme Eau, Environnement, Énergie. C'est un programme initié par le complexe scientifique 2 yeux en partenariat avec des institutions universitaires suisses. Après 4 ans de mise en œuvre, les acteurs veulent tirer les enseignements. Konsoun Koulibaly et Mounira Kéré. Cela fait 4 ans que le programme 3E, Eau, Environnement, Énergie existe. C'est un partenariat scientifique entre les 2 yeux et les institutions universitaires suisses afin de renforcer leurs capacités dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement et des énergies renouvelables. Cette rencontre vise à restituer les résultats des 4 ans de vie du programme. Nous allons partager les résultats de nos recherches avec les utilisateurs potentiels, avec les acteurs de développement. Donc, et ceci également nous permettra aussi d'avoir des retours aussi sur les besoins de ces opérateurs de développement afin d'enrichir justement la planification des 4 années prochaines. Le programme 3E comprend 3 phases. La première est consacrée à la recherche scientifique et à la formation professionnelle. Une phase entièrement financée par la coopération suisse. Nous avons toujours eu beaucoup de succès dans les collaborations que nous avons eues avec 2IE. Il y a 10-15 doctorants qui travaillent ensemble entre la Suisse et le Burkina sur des thématiques centrales pour l'avenir du continent africain, mais au fond pour l'avenir mondial également. L'exécution du programme 3E est prévue s'étaler sur 10 ans. Les résultats issus de ce programme sont accessibles aux acteurs œuvrant dans le domaine de l'eau, de l'énergie et de l'environnement, afin qu'à leur tour, ils contribuent à réduire la vulnérabilité des populations de l'Afrique subsaharienne. Direction à présent Tendangou. C'est un village situé à 12 km de Pama dans l'est du Burkina. Je vous le disais en titre, depuis quelques semaines, la localité a pris les allures du Far West. Des centaines de personnes ont débarqué et ont commencé à creuser à la recherche du bon filon, une véritable ruée vers l'or qui inquiète les services de l'environnement. Le site est très proche d'une réserve de faune. Reportage Désiré Ilboudo et Lambert Soma. Tendangou, 2 semaines d'activité des orpailleurs dans le village ont changé l'environnement de cette bourgade. Ici, on creuse la terre, là-bas, on concasse des cailloux. Un peu plus loin, c'est dans ce nuage de poussière que la ruée vers l'or se vit par des milliers de Burkinabés. Sur le site, un nom est sur toutes les lèvres, Hong Kong. C'est le nom du principal trou d'or. On a déjà eu de l'or. Si nous n'avions rien eu, nous ne serions pas ici. La présence du monde témoigne que chacun gagne son compte. Certains n'engagent rien, mais ils sont nombreux à tirer profit de ce site. Sur le site d'orpaillage de Tendangou, l'activité est si intense que même le vacarme de ce générateur n'empêche pas ces deux-là de dormir sans problème. Les affaires ici sont fructueuses.
Ce seau rempli de cailloux est écrasé à 2500 francs à la machine. Par jour, on peut écraser 2 à 5 sacs. Le hic sur ce site est qu'il est situé à peine 3 km du campement de chasse Pama Centre-Sud. Nous sommes proches de la forêt classée. De concert avec les agents des eaux et forêts, ils nous ont montré une ligne à ne pas franchir au risque de créer d'autres problèmes. Vous voyez les éléments présents ici, ils dorment ici, ils font tout ici pour que les gens ne pénètrent pas dans la réserve. Nous rassurons tous les concessionnaires que la direction provinciale, appuyée de la direction régionale, prendra toutes les mesures nécessaires pour que les réserves de faune ne soient saccagées. Des inquiétudes demeurent pour certains concessionnaires de chasse. C'est une situation assez critique que nous vivons, qui est regrettable, et nous pensons que les premières autorités prendront très rapidement des dispositions pour éradiquer ce phénomène, à côté du seul joyau et du seul bloc de faune qui reste au niveau de toute l'Afrique de l'Ouest. Le bloc de l'Est et du W constitue la seule réserve faunique de toute l'Afrique de l'Ouest. Les forces de défense et de sécurité ont mis en place un dispositif pour parer à toute éventualité. Même s'ils pensent que le site d'orpaillage de Tendango leur est bénéfique pour le moment, ils sont nombreux ceux qui se demandent quel sera l'impact social sur la communauté. On reste dans l'est du Burkina pour redécouvrir le mythe du baobab sacré de Fadangourma. L'arbre se trouve au secteur 9 de la ville. La légende raconte qu'au XVIIIe siècle, le 14e roi du Goulmou serait monté sur ce baobab à cheval. Des empreintes semblables à des sabots entretiennent le mythe. Mais comme pour toutes les légendes, les versions divergent autour de ce baobab. Explication Alassane Kenderdiogo et Mamadou Ba. Sur ce baobab, des empreintes semblables aux sabots d'un cheval. Cela daterait, selon une certaine opinion, depuis le XVIIIe siècle. Les sabots que vous voyez derrière moi sur cet arbre reflètent un peu l'histoire du 14e roi, Yendabli, qui aurait fondé cette ville. C'est lui qui serait monté sur cet arbre suite à l'envahissement des Nigériens pour rester à l'abri. Et comme son griot avait déjà sonné son tambourin pour alerter aux guerriers qu'il y avait un danger, et quand les gens ont commencé à sortir, les Nigériens se sont rendus compte que les gens sortaient, ils ont replié. Et quand lui, il a vu au bas de l'arbre beaucoup de figures qui reflétaient un peu déjà la sécurité, on lui a demandé de redescendre et Majesté est redescendu. Et depuis lors, cet espace est considéré comme un lieu sacré. L'histoire nous atteste, comme ce n'était pas écrit, que des gens faisaient des rituels ici pour demander bonheur, protection et tout. Voilà. Et depuis un moment, ça ne se faisait plus parce qu'il y a eu un malentendu entre les gens qui le faisaient et puis voilà. Donc ça ne se fait plus depuis un moment. Mais nous savons que le lieu est sacré, c'est pour ça que nous entretenons le lieu. Mais cette version des faits est battue en brèche par d'autres. Moi, si j'ai trouvé ce baobab-là, mes parents également. Bon, depuis ce mandat que j'ai connu, jusqu'à nos jours, jusqu'à les chefs actuels, personne, aucun roi ne soit venu ici et officier un sacrifice, quel qu'il soit. Pour le dépositaire de la tradition gourmanché, cette histoire est une légende. L'arbre qu'on incrimine est un arbre comme tous les autres. Les traces que l'on voit sur le tronc sont les traces dues aux divers prélèvements qui ont été faits sur cet arbre pour des besoins médicinaux. Ils ne peuvent pas être, ils n'ont jamais été les traces de sabots d'un roi quel qu'il soit. Personne n'a jamais fait un seul rituel à l'occasion de quoi que ce soit. Selon le plan cadastral, ce site est considéré comme un lieu sacré. Mythe ou réalité, le baobab du secteur 9 de Fada, de l'avis des acteurs culturels, continue de recevoir en moyenne 1000 visiteurs nationaux et étrangers chaque année. Voilà pour ce mythe. L'antenne régionale du Faunet de Bobo-Dioulasso, elle, est bien une réalité. Pas de doute possible, elle vient d'être inaugurée officiellement. Le Fonds national pour l'éducation et la recherche est désormais proche des étudiants de Bobo-Dioulasso. Karine Ilboudo, Amadou Lougué. Ce bâtiment abrite désormais les services du Fonds national pour l'éducation et la recherche, FONER. Composé des bureaux, d'un hall d'accueil et de guichets, cette antenne de Bobo-Dioulasso vient faciliter le traitement des dossiers d'aide et de prêts aux étudiants sur place. Avec cette antenne, les étudiants
pourront à tout moment approcher les FONER pour poser les difficultés, et surtout les difficultés relatives aux différents paiements des allocations. Une épine de moins certes, mais pour ces étudiants, l'initiative est loin de résoudre tous les problèmes du campus à Bobo-Dioulasso. Nous avons mené une lutte depuis 3 mois de cela. Et nos autorités locales nous ont fait croire qu'ils sont des courants de transmission et qu'ils vont transmettre à qui de droit. Nous pensons que ce qui de droit, c'est monsieur le ministre. Et notre présence ce matin, c'était pour que monsieur le ministre puisse nous donner des éléments de réponse allant dans la résolution des revendications que nous avons posées. Je prévois que s'ils ont un groupe réduit, le directeur général du SENU va pouvoir faire une séance de travail avec eux et envisager avec eux les solutions possibles. Cette déconcentration répond à une volonté affichée de la direction du FONER d'ouvrir des antennes dans les différentes régions qui abritent les universités publiques. Sa seule intention, rendre le FONER plus proche et accessible aux étudiants. La culture lobby qui s'expose sous toutes ses facettes, c'était ce week-end à Gawa, la toute première édition du Festival des Arts et de la Culture du Sud-Ouest, tir à l'arc, danse traditionnelle, exposition d'objets d'art et de mets du terroir lobby, autant d'activités inscrites au programme. Oumarou Sayon, Draman Kabouré. L'association Foyer veut contribuer à la sauvegarde et à la pérennisation du patrimoine culturel et artistique des peuples lobby. Elle a organisé sa toute première édition du Festival des Arts et de la Culture du Sud-Ouest, un festival qui a connu la participation de troupes de danse traditionnelles, des archers et des artistes locaux. Nous avons mis cette association en place pour promouvoir la culture dans le Sud-Est. C'est dans ce sens que nous avons organisé une activité pour renforcer encore la préparation des athlètes qui vont se rendre à l'SNC. Pendant 2 jours, l'enceinte du musée du Pony a vibré au rythme des activités socio-culturelles, éducatives et sportives. Des compétitions qui visent à renforcer le niveau de prestation des festivaliers du Sud-Ouest à la Biennale culturelle burkinabé prévue du 26 mars au 2 avril 2016 à Bobo-Dioulasso. Cette année, à travers donc ces tout petits, et à travers le plus que l'association Foyer vient de nous donner, ça va encore nous galvaniser pour que nous puissions apprêter les enfants afin qu'ils puissent nous ramener au moins un prix de la Semaine nationale de la culture. Les meilleurs festivaliers en tir à l'arc, en danse traditionnelle et en compétition de jeux de pétanque sont répartis avec des prix en espèces et des attestations de reconnaissance. La première édition du Festival des Arts et de la Culture du Sud-Ouest a également été marquée par une exposition d'objets d'art et la valorisation des mets locaux des peuples lobby. Hors de chez nous, l'opposition sud-africaine décidée à faire tomber Jacob Zuma, le président de l'Afrique du Sud, est empêtré dans l'affaire de détournement de fonds publics, de l'argent qui a servi à la rénovation de sa résidence privée de Kandla. Jacob Zuma s'est engagé à rembourser une partie des fonds, mais rien n'y fait. En plus des manifestations de rue, une action est en cours devant la justice. L'opposition sud-africaine dans les rues de Johannesburg pour réclamer le départ du président Jacob Zuma et ce slogan encore qui retentit depuis 2 ans au Parlement à chaque apparition du chef de l'État. Rends l'argent, rends l'argent. 5000 manifestants membres du parti de gauche radical EFF et du parti libéral Alliance démocratique ont défilé devant la Cour constitutionnelle où leurs avocats plaidaient pour obliger Zuma à rembourser une partie des 20 millions d'euros d'argent public dépensés pour rénover sa résidence privée de Nkandla. Il y a une semaine, Zuma a fait volte-face en se disant prêt à rembourser une partie de la somme sans avouer sa culpabilité. Mais cela n'a pas suffi, l'action en justice a été maintenue. C'est en mai 2014 que Jacob Zuma a été réélu pour un 2e mandat. Cette figure de l'ANC, ancien cadre de la lutte anti-apartheid, emprisonné pendant 10 ans, est depuis passé de personnage très populaire au président qui détient le record de casseroles. D'accusations de viol avant sa présidence, au détournement d'argent public en passant par le népotisme, il est désormais dans une position très vulnérable et son pouvoir vacille plus que jamais, d'autant que le pays est en proie à une crise économique importante.
Un pays de paradoxes où les inégalités sont légion. Deuxième pays le plus riche d'Afrique, 34e mondial. La pauvreté touche 39% de la population, le chômage plus de 25% de la population active, 40% si l'on compte ceux qui ne cherchent pas de travail. Et les perspectives sont moroses. La croissance pour 2017 ne devrait pas excéder 1,1%. C'est donc sur fond de désillusion et sans adversaire à la hauteur que Jacob Zuma a été réélu. Mais empêtré dans les scandales et face à une opposition revigorée et des manifestations contre sa politique de plus en plus régulière, certains analystes doutent même qu'il puisse aller jusqu'à la fin de son mandat en 2019. Parmi l'opposition ayant juré sa perte, notamment Julius Malema, un ancien de l'ANC qui dénonce aujourd'hui un héritage usurpé. Nous aimons Mandela, nous aimons Oliver Reginald Tambo, mais vous les gars, ceux qui restaient, vous ne leur arrivez pas à la cheville et nous allons vous donner une leçon pour bien vous faire comprendre ce qu'O.R. Tambo représentait. Lui-même n'est pas exemplaire, loin de là, mais Julius Malema n'en est pas moins devenu le fer de lance d'une opposition farouche à Zuma et a promis à ses partisans, de plus en plus nombreux, de faire tomber le président sud-africain. Le pape François est au Mexique. Au 3e jour de sa visite, le souverain pontife s'est rendu au Chiapas, l'un des États les plus pauvres du pays, un déplacement placé sous le signe du respect des cultures autochtones et de la défense de l'environnement. Un pape François accueilli par des milliers de spectateurs. Pour son 3e jour de visite au Mexique, il a pris la direction du Chiapas, un des États les plus pauvres du pays, enserré par de hautes montagnes et connu pour sa rébellion zapatiste au tournant du XXIe siècle. Avec ce déplacement, le pape François voulait envoyer un message fort, celui d'une église qui se veut respectueuse des cultures autochtones. Il aurait même insisté personnellement pour que la Bible soit lue dans les principales langues indigènes. Le pape profite de cette visite pour revenir sur ce qui est un des combats de son pontificat, la défense de l'environnement. Nous ne pouvons plus rester silencieux face à l'une des plus grandes crises environnementales dans l'histoire du monde. Et de ce point de vue, vous avez beaucoup à apprendre à l'humanité. Vous savez comment entretenir une relation harmonieuse avec la nature que vous respectez. Pourtant, trop souvent de manière systématique et organisée, vous avez été incompris et exclus de la société. Je suis désolé, mes frères. Des excuses dans un lieu emblématique. C'est ici, il y a 500 ans, que Bartolomé de las Casas, évêque catholique espagnol, fut le premier religieux à prendre officiellement la défense des Indiens, un héritage aujourd'hui pleinement revendiqué par le pape François. La présidentielle au Niger à la une des journaux aujourd'hui. Nous sommes à 6 jours du scrutin et une certaine tension est perceptible. L'ancien président Michel Kafando est désigné pour y conduire une mission de l'Organisation internationale de la francophonie. La revue de presse nous est proposée par Abdoul Rasmane Zongo. Au Niger, majorité pro et opposition anti sont à couteau tiré et la pomme des discordes, le vote par témoignage qui, selon l'Express du Faso, n'est ni plus ni moins qu'une porte ouverte à la fraude. Et le journal invite tous les acteurs politiques à s'accorder pour que le pays sorte grandi à la présidentielle du 21 février. Ce navire présidentiel, constate aujourd'hui au Faso, est en train de tanguer sur un fleuve au vent contraire, à l'image de ce regard parallèle à la une, mais au fond diamétralement opposé. Si le bilan de Mamadou Issoufou, commente le journal, plaide en sa faveur et qu'il veuille à tout prix un coup KO et on n'en parle plus, c'est sans compter avec le prisonnier candidat Ama Amadou qui, par son absence de présence ou sa présence en absence, hante véritablement la scène politique nigérienne. C'est justement dans ces eaux troubles du Niger où l'ancien président burkinabé Michel Kafando dirige une délégation de l'OIF censée prendre contact avec les acteurs du processus électoral au Niger. Au Burkina, Sidoya s'interroge sur une catastrophe environnementale sur le site d'orpaillage artisanal de Tendangou, dans le Pama, grande réserve forestière et faunique du pays, rappelle le journal.
L'observateur relate de son côté que la mine de Kasaka, vue comme un Eldorado pour les femmes, n'en est qu'un leurre finalement. Celles-ci, au finish, se retrouvent dépossédées de leurs terres et s'en tirent avec des maladies, d'où le titre « Or blagué pour les femmes ». Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Jacques Lamissa Tarpaga vous retrouve à 22h15 pour la dernière édition. Restez fidèles donc au programme de la télévision du Burkina.